Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Charles Piquet. Bonjour. Bonjour. Bourgmestre de Saint-Gilles, mais aussi président du Parlement bruxellois. Alors cette semaine, on a beaucoup parlé de l'affaire Galland. On sait que le Premier ministre va s'exprimer cet après-midi sur ce qui s'est passé. Au moment où on parle, on ne sait pas encore ce qu'il va dire. Mais alors vous avez présidé beaucoup de gouvernements. À partir de quand est-ce qu'on lâche un de ses ministres ? Mais d'abord, je pense qu'il faut passer des marchés vers le privé. Il est clair que l'administration n'est pas toujours à même, n'a pas toujours l'expertise de vous éclairer comme ministre. Donc, ça, c'est sur le principe. Bon, ça ne m'étonne pas qu'on passe des marchés. Je crois qu'il faut consulter plusieurs bureaux ou entreprises. C'est quand même la meilleure manière de montrer qu'il y a une volonté de concurrence. Là, les règles sont claires pour savoir quand il faut consulter plusieurs ou pas ? Oui. Pas toujours, mais il faut plutôt adopter le principe de précaution. Donc, faire jouer la concurrence. Et puis, il y a des degrés d'urgence aussi, où c'est vrai, il y a parfois des procédures sans publicité, etc. Alors, à partir de quand est-ce qu'on lâche un ministre ? On lâche un ministre à partir du moment où il y a évidemment un enrichissement personnel, ce qui n'a pas été évoqué ici. Mais je pense qu'il faut se rendre compte qu'il peut y avoir une faute. Si cette faute est admise, qu'elle est concédée, je pense qu'un ministre a droit à la faute, reste à voir quelle est l'ampleur des conséquences de la faute, évidemment. Donc, chaque cas doit être examiné séparément. Dans quel genre de cas est-ce qu'on a recours à des cabinets d'avocats ? C'est assez coûteux quand même. Quand justement il s'agit de s'entourer d'un avis d'experts, quand il s'agit de matières internationales notamment, quand il s'agit de matières très techniques. Et donc, il ne faut pas hésiter. Il vaut mieux prendre une bonne décision à l'éclairage d'un bureau compétent que de prendre une décision qui n'est pas étayée par quelque chose de solide. Donc, un bureau d'avocats rédige un avant-projet de loi, c'est quelque chose qui se fait fréquemment ? Oui, ou donne les bases d'un projet, en effet. Ouais. Donc, je pense qu'ici, la ministre aurait peut-être eu une attitude plus positive s'il avait reconnu qu'elle avait fait une faute, qu'elle avait peut-être pas suivi le dossier assez bien. Je trouve que c'est très confus. C'est un dossier extrêmement confus. Et ce que je retiens, c'est évidemment la rupture de confiance entre le cabinet et l'administration. Et ça, je ne sais pas comment on va réparer. Mais ouais. c'est le problème. Et ça pose question pour le fond du dossier, qui est notamment ce dossier du survol de Bruxelles. Oui. On voit que la Direction générale du trafic aérien est très critique par rapport au dossier dont elle a pris connaissance. Là, vous avez des inquiétudes pour la gestion de ce dossier ? Oui, je pense que ce qui est important dans ce dossier, qui est très passionnel, c'est qu'on soit sûr de l'indépendance de ceux qui vont donner des avis. On parle de Belco Control notamment. Ici, la DGTA a peur d'une impunité pour Belco Control. Voilà, donc ça ne va pas. Si Belco Control devient l'instrument de ceux qui souhaitent plutôt un tel survol de la région que d'autres, ça ne va pas. Donc il faudra s'entourer de toutes les précautions pour que cet organe indépendant puisse vraiment l'être. Est-ce qu'ici, on va devoir payer, enfin le MR va devoir payer un petit peu la NVA dans son soutien dans l'affaire Galland ? Oui, j'ai vu ça. On ne sait jamais le secret des accords. Je pense en tout cas que la ministre va devoir affronter le dossier du survol de Bruxelles, qui est un dossier sérieux, parce qu'il est symbolique de tout ce qui concerne les relations entre les régions et la cohésion du pays, on pourrait même dire. Mais dans une majorité, comme ça, dans un gouvernement, ça se fait ce genre de deal, c'est vous m'embêtez pas là-dessus, et en échange, moi je vous donne ça ? Je pense qu'il est évidemment prématuré de dire que ça s'est fait ici, il faut être honnête. Non, mais en règle générale, ce sont des donnants-donnants qui se font beaucoup. Ça peut arriver qu'on se renvoie l'ascenseur, c'est clair. Vous avez un souvenir précis comme ça, sur la période où vous étiez ministre-président ? J'ai eu, en tout cas, c'est pas toujours un accord qui est programmé, non, etc. mais c'est tacite, on comprend bien. Mais voilà, on se renvoie l'ascenseur dans certaines formes, eh bien oui, de conflits où l'un va soutenir l'autre. Ça, c'est humain, je crois que c'est humain. Enfin, c'est un procès d'intention de dire que la NVA a déjà dit ce que la ministre devrait dire concernant le survol de Bruxelles. Il faut être prudent. Oui, là, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Exactement. Alors, je suis inquiet sur ce dossier. Vous êtes inquiet ? Oui. Les Bruxellois ne sont pas protégés ? Je pense qu'après avoir vu certains en Flandre dans la périphérie, je suis sûr que le débat sera très difficile.
mais il faut le trancher une fois pour toutes parce que c'est un de ces rares dossiers où le passionnel pourrait l'emporter sur tout le reste. Et il faut avoir parlé avec certaines personnes qui sont victimes du survol à Bruxelles pour se rendre compte qu'ils sont déterminés et que ça peut finir par des incidents sérieux. Moi, j'ai toujours dit, quelqu'un qui va envahir un aéroport ou se mettre sur une piste d'atterrissage, et tout ça, enfin bon, c'est très passionnel. Vous avez peur d'incidents à ce point-là? Oui, parce que, franchement, si le gouvernement fédéral n'est pas capable de créer les conditions de l'apaisement par quelque chose d'équilibré, en tenant compte notamment quand même d'un critère qui est basique, c'est la densité de la population. Les villes subissent déjà pas mal d'inconvénients de toute nature, nuisances sonores, embouteillages et tout ça. Si on ne prend pas en plus en compte le fait qu'il y a cette densité de population et que donc la règle de sécurité doit être renforcée pour ces territoires-là, alors je pense qu'on sera devant un gros problème. Alors, fin octobre, vous avez fait un coup de gueule par rapport à la prison. Prison, on sait qu'il y a des grèves. Quand il y a des grèves, le personnel policier doit venir pour assurer l'ordre. Vous dites, si ça arrive encore, vous allez saisir le juge des référés. C'est fort, ça. Il faut que quelque chose se passe, parce que la réquisition des policiers par exemple, l'administration pénitentiaire, elle est autorisée dans la loi sur la police. Mais on dit bien qu'une réquisition de cette nature ne peut pas mettre en péril les missions de la police locale. Et c'est le cas dans votre commune? Ça peut être le cas. C'est le cas, évidemment, puisqu'il y a moins de policiers dans les quartiers encadrant certains événements. Mais c'est un peu comme si on attendait qu'il y ait un drame parce qu'on a détourné des policiers de leur mission de base. C'est comme si on attendait qu'il y ait un drame pour dire « oui, vous avez raison, on ne pouvait pas faire des réquisitions, enfin... » Alors ça veut dire quoi? Que les gardiens ne peuvent plus faire grève? Pardon? Les gardiens ne peuvent plus faire grève, alors c'est quoi la solution? Non, mais la solution, c'est que la police fédérale prenne ses responsabilités. En plus, est-ce que c'est sain que des policiers qui ont été ceux qui ont arrêté souvent les malfaiteurs, les petits criminels ou les grands criminels, soient là en contact dans la prison et jouent le rôle de surveillant? Mais non, c'est une pétodière. Mais de manière générale, d'où vient le problème? C'est un manque d'effectifs aussi. C'est une négociation difficile avec le ministre. Actuellement, il y a 10% d'effectifs, trop peu de surveillants à la prison de Saint-Gilles. Vous savez ce que ça amène? Ça amène que les détenus ne peuvent pas aller faire du sport, que les détenus ne peuvent pas aller à la bibliothèque, qu'ils ne peuvent pas suivre de la formation et qu'ils ne peuvent pas travailler. C'est une pétodière, une pétodière. Alors, on a entendu qu'il y avait un bras de fer entre la région et le fédéral. La région dit, attention, on ne va pas vous donner le permis pour la prison de Aaron si on n'est pas certain que vous allez fermer et libérer les terrains des prisons de Forêt et de Saint-Gilles. Vous avez des doutes? J'ai en tout cas des questions, parce que quand on voit la capacité d'Aaron et l'actuelle population des deux prisons de Saint-Gilles et de Forêt, il faudra qu'il y ait pas mal de détenus qui partent vers les prisons en province pour pouvoir rencontrer les besoins en place dans la prison d'Aaron. Mais ça ne vous semble pas crédible, ça? Écoutez, c'est d'autant plus inquiétant que le Sud, puisqu'il faut savoir que l'administration pénitentiaire travaille avec une zone nord et une zone sud. Et les capacités en zone sud, c'est-à-dire la Wallonie notamment, pour accueillir des prisonniers qui seraient en trop grand nombre pour Bruxelles, cette capacité-là est limitée aussi. Alors on peut quand même se poser des questions de savoir si la construction d'Aaron va tout régler. Ouais. Alors, criminalité, on en parle dans votre commune. Les chiffres des dernières années viennent de sortir. Est-ce qu'on progresse bien? Ah oui, ça c'est étonnant, parce que la zone Midi, qui est une zone difficile, est une zone qui connaît une réduction, en effet, de la délinquance, de l'ordre de 30% en moyenne. Et je crois que c'est vraiment un très bon résultat. Mais vous venez de loin. Oui, c'est sûr. Mais ça veut dire que la tendance est bonne. Elle est meilleure que la tendance régionale. Elle est très bonne dans la commune de Saint-Gilles grâce à notre projet UNEUS qui a maintenant... c'est les petites unités mobiles. Voilà, c'est une unité qui s'occupe vraiment des relations avec les gens, qui travaille avec les services communaux. C'est une politique
qui vise à faire en sorte que la police soit visible, en contact avec les gens. Et là, on est dans des réductions de délinquance très importantes pour une partie la plus difficile de la commune. Au niveau du trafic de drogue aussi, ça progresse? Ah non, justement là, il y a une augmentation, mais c'est toujours le problème de la proactivité. C'est-à-dire, à partir du moment où vous faites plus de contrôles, les chiffres statistiques augmentent. Donc, la délinquance reste un problème. La délinquance par les stupéfiants, j'entends. Alors, on a entendu début de semaine le président, le patron de la FGTB wallonne, Thierry Boutson, plaider dans le sens de la suppression de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la communauté française. C'est une bonne idée. Oui, c'est une chanson qu'on entendait en sourdine depuis un certain temps. Et maintenant, j'allais vous dire, maintenant, on l'entend clairement, quoi. Alors, je pense que c'est quand même pas le moment de parler de ça. On m'a déjà posé la question. Je me dis qu'il y en a qui ont peu de mémoire. On va vers de nouvelles réformes de l'État, probablement. Il faut assurer l'unité entre les Bruxellois et les Wallons. Oui, mais lui, il dit la NVA va venir avec de nouvelles revendications institutionnelles. Il ne faut pas que nous, on soit demandeurs de rien, donc soyons demandeurs de quelque chose. Ce qu'il faut demander, c'est que les réformes qui soient décidées au niveau national ne défavorisent pas les Wallons et les Bruxellois. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on peut très très bien régler certains problèmes comme l'aménagement des compétences entre Wallons et Bruxellois. Vous avez déjà entendu parler de cela, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir des normes différentes dans l'enseignement, dans la petite enfance, pour les crèches, selon les spécificités de la Wallonie et de Bruxelles. Entre nous soit dit, je vois que, je l'ai déjà dit, que il y a des similitudes entre les grandes villes wallonnes et les communes bruxelloises. Ça n'a rien à voir avec la frontière Wallonie-Bruxelles. Mais donc, par exemple, les normes ONE pourraient être adaptées, mais elles concernent aussi peut-être des adaptations souhaitables pour Liège ou Charleroi. Est-ce que le système est efficace pour l'instant? Alors, le système... Parce que lui, il dit que non. Le système n'est pas tellement efficace parce qu'il manque peut-être deux choses. La première chose, quand on a créé la Fédération Wallonie-Bruxelles... Rudy Demotte et moi-même, on est passé de la communauté française à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour bien consacrer le fait régional. Oui. Pour bien consacrer le fait régional, c'est une fédération, ça veut dire qu'elle doit avoir une charte. Et donc, il faut un programme commun sur un certain nombre de matières. Et il y a aussi le problème du financement. Et donc, la Fédération Wallonie-Bruxelles a sans doute insuffisamment de moyens parce qu'elle n'a pas une capacité fiscale comme les régions. Et donc, il faudra peut-être se mettre autour d'une table en disant on fait des choses ensemble et on finance des choses ensemble. Est-ce que Bruxelles est suffisamment bien représentée? Allez, on se souvient de l'histoire des bâtiments scolaires. Trop peu de bâtiments scolaires à Bruxelles. Ils n'ont pas prévu le boom démographique. On a l'impression, même aux négociations pour former la majorité, que les Bruxellois sont absents. Oui. Ah ben, il faut se faire entendre. Et il faut trouver des réponses. Quand j'avais lancé le plan école avec les budgets régionaux, c'était pour suppléer aux déficiences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour l'instant, ça ne marche pas toujours bien. Non, ça ne marche pas bien, mais c'est d'abord et souvent un problème de moyens financiers de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais si on veut qu'il y ait encore un lien entre Bruxelles et la Wallonie, il est clair que l'on va devoir construire des stratégies ensemble. Et c'est ce qui manque peut-être à cette relation entre Bruxelles et la Wallonie. Mais enfin, si j'étais flamingant, hein, je rêverais, moi, d'une rupture du front des Wallons et des Bruxellois. Mais oui, on le dit. Paul Magnette l'a encore dit dernièrement. Et d'autres l'ont déjà dit. On n'aurait pas eu la région bruxelloise si on n'avait pas eu l'appui des Wallons. On n'aurait pas eu le refinancement de Bruxelles maintenant à la 6e réforme de l'État. C'est clair, si on n'avait pas eu l'appui des Wallons. Qu'est-ce qu'on s'imagine? On s'imagine que la Flandre va taire ses exigences communautaires dans les années qui viennent. Non, je suppose que personne ne croit ça. Eh bien, on va se retrouver dans une situation où on risque d'être divisé. Et donc, je trouve qu'il faut être très prudent dans ce dossier et attendre, peut-être préparer une stratégie qui vise à remodeler les relations entre Bruxelles et la Wallonie. Mieux, mais sans supprimer. Il nous reste 30 secondes. Ouais. Vous êtes donc président du Parlement bruxellois, on l'a dit. On a parlé du droit de pétition, ce qui permettrait aux citoyens vraiment d'être entendus plus directement. Est-ce que ça avance? Où est-ce qu'on en est? Oui, ça avance. Ça avance. On a déjà eu des réunions à ce sujet. Je crois qu'il faut traiter les pétitions. Ce n'est pas possible quand des citoyens rédigent des pétitions, il faut y répondre. À partir de combien de personnes? Eh bien, je pense qu'il faut une réponse pour toutes les pétitions, mais ça peut être simplement un courrier qui explique quelque chose, qui répond à quelque chose. Et puis, je pense qu'il faut avoir un seuil quand on décide, par exemple, d'entendre dans une audition des pétitionnaires.
en commission ou en séance publique. C'est sur ce chiffre que nous sommes en train de discuter. Et il est autre chose que nous devons faire maintenant, c'est quelque chose que nous allons évoquer bientôt. Ce sont des panels de citoyens pour savoir au fond comment les citoyens conçoivent leur rapport aux politiques, comment ils veulent s'exprimer, par quels canaux, par quelle méthode. Ouais. Pour le droit de pétition, vous avez une date à nous donner parce qu'on dit depuis longtemps qu'on discute de ça. Dans un mois, ce sera effectif. Oui. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Zoé Genot et Vincent De Wolf. Bon week-end à tous.